Donc, la France, paradis fiscal de la cession d'entreprise. Alors, évidemment, c'est un titre volontairement engagé. On dit qu'il y a beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes en France, ce qui est vrai. D'un autre côté, il y a aussi des solutions, des avantages et des moyens de vendre sa société sans payer d'impôts ou sans payer trop d'impôts. On va parler aujourd'hui, enfin moi je vais vous présenter principalement les sujets de la fiscalité des entreprises et des vendeurs en France. Maintenant, vous avez aussi beaucoup de variantes possibles suivant que la société ou le dirigeant sont à l'étranger. Donc déjà, pour me présenter, je suis Patrice Clug, donc conseil en cession d'entreprise. On intervient en France et à l'international pour accompagner les dirigeants de PME dans leur projet de cession d'entreprise. Celui qui va vendre la société, ça peut être soit une personne physique, soit un actionnaire divers, ça peut être un fonds d'investissement ou un autre groupe. Donc, suivant qui va vendre, on va avoir une fiscalité un petit peu différente. Donc, en 2 mots, on va passer rapidement. Donc, on a un cabinet de conseil qui vendons des sociétés entre 5 et 100 millions d'euros. J'ai fait 170 opérations tout seul et 1300 avec mes associés. Voici une partie de l'équipe. On a des bureaux partenaires ou en propre à l'international. Et quand on va vendre une société, on va essayer de travailler pour augmenter sa valeur et aider le dirigeant à comprendre comment est-ce qu'il peut améliorer, augmenter le prix de sa cession. Et ensuite, on va organiser un appel d'offres compétitif pour bien faire. Donc, la valeur d'une société, c'est le résultat d'un travail complexe, mais on voit que sur ces dernières années, le multiple de valorisation, l'EBE, donc l'EBITDA en anglais, a plutôt eu tendance à monter. Et donc, en moyenne, actuellement, les grosses ETI en France et en Europe sont vendues, valorisées 10 fois l'EBITDA. Et ensuite, on a des décotes de taille. Donc là, on a les multiples par secteur d'activité qui vont de 3 à 7 fois l'EBITDA, suivant le secteur d'activité, et en moyenne à 5 fois l'EBITDA pour les petites entreprises. Ici, c'est les multiples de valorisation X8 avec des valeurs entre 1 et 200 millions, mais une médiane à 4 millions parce qu'il y a autant de sociétés dans l'échantillon entre 1 et 4 qu'entre 4 et 200. Et donc, on a une médiane à 5,45 fois l'EBITDA. Alors, voici un slide qui va résumer la fiscalité, le paradis fiscal qui est la France pour la cession d'entreprise. Tout d'abord, le taux de base de fiscalité d'une cession d'entreprise, c'est 12,8% d'impôt sur la plus-value, auquel il faut ajouter 17,2% de charges sociales. Donc 12,8 et 17,2, ça fait 30. On est sur le prélèvement forfaitaire unique. Alors, pour beaucoup de dirigeants d'entreprise, ça leur paraît élevé en disant c'est toujours plus que zéro. Sauf que 17% de charges sociales, quand on sait que sur un salaire, habituellement, on va payer 80% de charges sociales sur le salaire net, 17%, ce n'est pas énorme. Et 12% de taux moyen d'impôt sur le revenu, un dirigeant va souvent payer 30%, voire même 45% tranche marginale. À nouveau, ce n'est pas beaucoup. Donc 12 plus 17, ça fait 30. On est sur déjà un taux raisonnable si on paye simplement, en tant que personne physique, l'impôt sur la plus-value de cession des titres. Donc, c'est-à-dire la plus-value qu'on a fait sur la revente. On a acheté des titres, on a créé une entreprise il y a 20 ans, on a investi 40 000 euros, on revend 40 millions, 40 millions moins 40 000, donc on paye l'impôt sur la plus-value de 39 960 000. Va s'ajouter à cela, dans le taux légal, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc le CEHR, qui va aller de 0 à 4%. On a un taux progressif. À partir du moment où on va dépasser 250 000 euros, puis 500 000 et 1 million d'euros, eh bien, on va passer sur la tranche marginale à 4%. Et donc, potentiellement, on peut passer à 34% quand on additionne impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les revenus et
charges sociales, CSG, CRDS, RSA. Donc 30 à 34%, FU, donc prélèvement forfaitaire unique. Donc ça, c'est le taux normal. Et si vous ne faites rien, c'est ce que vous payez en tant qu'actionnaire, personne physique qui vend sa société. Ensuite, il y a des moyens d'optimiser. Et donc, on va comparer le taux normal avec l'optimisation possible. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour optimiser? On va avoir la possibilité de faire des donations aux enfants ou aux parents. Et on peut donner 100 000 euros par enfant, par parent, tous les 15 ans, en pleine propriété ou en nue propriété. Exemple, un père ou une mère est actionnaire d'une entreprise, il est marié sous le régime de la communauté, donc avec son conjoint, et donc, même si le conjoint n'est pas actionnaire de l'entreprise, eh bien, chaque parent va pouvoir donner 100 000 euros à chaque enfant. Donc, imaginons qu'un actionnaire a 100% d'une société, eh bien, ils vont être deux à pouvoir donner à chaque enfant. Et donc, s'il y a 3 enfants, donc ça veut dire 100 000 euros par parent par enfant, donc on est déjà à 2 fois 100 000 euros, 200 000 euros, par enfant, donc fois 3, ça fait 600 000 euros. On peut donc donner 6 fois 100 000 euros quand on veut, et en général, même avant la cession. Et donc, comme on ne connaît pas la valeur d'une société trop longtemps avant, on peut le faire juste avant la cession, quelques semaines avant. Ce n'est pas un abus de droit. On peut le donner en pleine propriété ou on peut donner uniquement à la nue propriété, c'est-à-dire que les parents vont garder l'usufruit. Et donc, si les parents gardent l'usufruit, la part d'usufruit et de nue propriété varie de 40 à 70%, suivant l'âge, on va dire c'est 50-50, si on a par exemple un dirigeant qui a 50 ans. Et donc, il peut donner 200 000 à chaque enfant. Et donc, dans les 200 000, il y a 100 000 euros de nue propriété et 100 000 euros d'usufruit, ce qui fait qu'on arrive à 1 200 000 euros. Parce qu'on a 200 000 euros par enfant, fois 2 parents, 400 000, fois 3 enfants, 1 200 000 euros. Et donc, on a donné la nue propriété de 1 200 000 euros de titres. Et sur cette somme, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Et en plus, les enfants ne vont pas non plus payer d'impôt sur la plus-value, étant donné qu'ils ont reçu ces titres sur une valeur de 1,2 million et que 2 semaines après, par exemple, il y a une cession sur une valeur de 1 201 000 euros. 201 000 euros, par exemple. Donc, ils vont payer que la plus-value sur 1 000 euros supplémentaires de plus-value. Par exemple, une société qui vaut 10 millions d'euros, on vend 10 millions d'euros, on a donc donné 12% aux enfants pour 1 200 000 euros 2 semaines avant la vente. Ensuite, les enfants revendent pour 1 201 000 euros et donc, il n'y a pas d'impôt pour les enfants. Alors, pour les parents, il y a un petit peu d'impôt, mais seulement sur leur part d'usufruit. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est la propriété des enfants, mais c'est la jouissance des parents parce qu'ils ont gardé l'usufruit. Et ça a jouissance pendant la totalité de l'avenir. Donc, d'ailleurs, une fois qu'on a donné ces titres aux enfants, on peut le faire chez le notaire et on peut obliger les enfants à investir demain après la cession de l'entreprise dans le projet patrimonial familial souhaité. Donc, si par exemple, on investit dans l'immobilier, dans une résidence secondaire, dans l'hôtellerie ou dans une nouvelle société, eh bien, on peut dire chez le notaire que les enfants auront l'obligation de faire participer les parents et de laisser les parents présidents ou gérants de cette SCI. Et c'est pas évidemment, si on a donné, ça appartient aux enfants, mais on a le droit d'imposer aux enfants la possibilité que cet argent soit géré demain par les parents ou par la famille pour éviter des abus. Donc, on peut déjà donner aux enfants, et on a vu qu'on a économisé sur la part des enfants l'impôt sur la succession, l'impôt sur la plus-value et les charges sociales associées. La totalité des prélèvements obligatoires est dans cet exemple sur 1 200 000 euros. On peut coupler cette optimisation patrimoniale avec un pacte Dutreil, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un pacte Dutreil qui va obliger les parents et les enfants à conserver les titres pendant 6 ans, 4 plus 2. Et si on réalise cette obligation, eh bien, on a un abattement de 75% d'impôt avant de faire cette cession. Et donc, si on a cette possibilité de conserver au sein de la famille ces titres pendant 6 ans, eh bien, on a d'abord baissé la valeur imposée de 75%. Et donc, sur une société qui vaut 10 millions d'euros, on a seulement 2,5 millions qui sont imposés. Et sur ces 2,5 millions, si on a donné 1,2 million, ça veut dire que c'est la moitié
de la valeur de la société qui a été donnée aux enfants. Et donc, on a donc défiscalisé la moitié de la valeur et la moitié de la plus-value. Ensuite, alinéa suivant, apport cession. Donc, apport cession, c'est que avant la vente, y compris quelques semaines avant, on n'a pas besoin de le préparer longtemps à l'avance, contrairement au Pacte du Travail, où il faut le préparer 6 ans à l'avance. Apport cession, c'est-à-dire qu'avant la vente, on va créer une ou plusieurs nouvelles sociétés dans lesquelles on va allouer une partie de la valeur des titres. On a dit que la société valait 10 millions d'euros. On sait qu'on a des projets entrepreneuriaux dans lesquels on va dépenser 1 million d'euros dans les 2 prochaines années. Eh bien, on va mettre dans cette ou ces sociétés 2 millions d'euros. On a l'obligation, dans l'apport cession, d'investir dans des projets entrepreneuriaux, commerciaux, industriels, au moins 60% dans les 3 ans. Et donc, si on a mis 2 millions d'euros, on a bien 1 200 000 euros investis dans les 3 ans. Et donc, on n'a pas d'impôt. Et donc, on a dans cette société la totalité de la somme d'argent, dont une partie est investie. Et donc, on a un apport cession sans impôt. L'avantage, on ne paye pas d'impôt. L'inconvénient, c'est que le jour où on voudra toucher et utiliser cet argent, là, on paiera des impôts parce que l'argent est bloqué dans la société. Donc, si vous versez demain des dividendes ou faites une cession de titres ou versez des salaires, il faudra payer charges sociales, impôts, prélèvement obligatoire. Mais en attendant, au lieu d'avoir seulement 1 million d'euros à investir, vous avez 2 millions. Autre possibilité, la niche copée. Donc, la niche copée, c'est la cession de filiale avec une imposition à 2,5%. J'ai mis 3%, c'est environ 2,5%. Eh bien, c'est quand on vend une filiale qu'on détient depuis plus que 2 ans, donc des titres de participation dans lesquels on détient au moins 5% de la filiale et dans lesquels on a un rôle stable et pérenne dans l'animation ou la gestion. Eh bien, on va payer seulement 3% d'impôt sur la plus-value de la cession. Donc, ça ressemble un peu à l'apport cession, sauf que ça se prépare à l'avance parce qu'il faut avoir 2 ans d'ancienneté. L'inconvénient par rapport à l'apport cession, c'est qu'il faut payer 3% alors que dans l'apport cession, c'est 0. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas l'obligation d'investir dans un projet économique, entrepreneurial. Vous pouvez tout à fait laisser l'argent sur le compte ou faire de l'immobilier, ce qui n'est pas possible dans l'apport cession. Et enfin, vous avez la cession de fonds de commerce ou de petites sociétés. Et jusqu'à 500 000 euros, il n'y a pas d'impôt, sur la plus-value, mais il y a quand même charge sociale à partir du premier revenu. Donc, pour les petites sociétés, vraiment moins de 500 000 euros, parce qu'il faut savoir qu'entre 500 000 et 1 million d'euros, va vous rattraper le taux normal. Donc, vous avez un taux marginal d'imposition de prélèvement obligatoire d'environ 60%. Donc, vraiment, c'est jusqu'à 500 000 euros, parce qu'au-dessus de 501 000, il n'y a aucun intérêt, parce que vous payez 60% de taux marginal, et après, au-dessus d'1 million, vous payez plein pot. Donc, ce n'est pas une franchise, c'est vraiment progressif au-dessus de 500 000. Donc, c'est seulement jusqu'à 500 000 euros qu'il y a cet avantage. Enfin, l'abattement renforcé de 85%. C'est un reste de la fiscalité des pigeons, donc sous Hollande. Eh bien, vous avez la possibilité de bénéficier d'un abattement renforcé, mais il y a un certain nombre de critères. Détenir les titres depuis plus que 8 ans. Pas d'acquisition de société ni restructuration capitalistique pendant la période. Et donc ça, c'est pas toujours évident à avoir réalisé cette étape. Souvent, les avocats, les fiscalistes disent que c'est pas respecté. Il suffit d'avoir acheté un petit fonds de commerce ou d'avoir fait une petite restructuration. Et d'être créateur de l'entreprise, avoir acheté les titres dans les 10 ans qui ont suivi sa création, ou faire une transmission familiale, ou être dans une société innovante, etc. Et là, à ce moment-là, vous avez un abattement renforcé de 85% d'impôt sur la plus-value, c'est-à-dire si vous vendez à la société 10 millions d'euros, eh bien, il y a seulement 1,5 million, donc 10 millions moins 85%, 1,5 million qui va être imposé sur le revenu. Donc, vous allez être imposé au taux progressif, 0, 17, 30, 40, 45. Et ensuite, cette fiscalité, donc 1,5 million, eh bien, fois un taux moyen à 30%, vous allez avoir seulement 500 000 euros d'impôt sur 10 millions, donc 5%. Mais on peut mélanger tout ce qu'on vient de dire. On peut faire un petit peu de Pacte du Travail, un petit peu de niche copain, un peu d'apport cession, un peu de donation. Et ce qui fait que si on a fait donation aux enfants pour 1,2 million, si on a fait niche copé ou apport cession pour 3 millions, il reste 1 million d'euros
avec un abattement renforcé sur 5 millions, on va payer seulement 5% d'impôt sur 5 millions, c'est-à-dire 250 000, mais on paye quand même les charges sociales, 17%. Donc, sur les 1,2 million qu'on a donné aux enfants, on est à peu près à 0 impôt, 0 charge sociale. Sur les 3 millions, on est à 0 impôt, 0 charge sociale, mais on est obligé de laisser l'argent dans la société. Et sur les 5 millions résiduels, on a seulement 4 à 5% d'impôt et 17% de charges sociales et peut-être 2% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et donc, au lieu de payer 34%, on va être sur un taux moyen à 12% de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire 2% d'impôts et 10% de charges sociales sur les 10 millions d'euros. Et donc, ce qui fait que, en termes de prélèvements, 2-3% d'impôts et 8-10% de charges sociales, c'est un niveau très, très bas, d'où le thème « La France, paradis fiscal de la cession d'entreprise ». Voilà, en quelques minutes. Alors, c'est très dense, mais c'est complet. Vous avez le droit de faire impression d'écran de ce slide qu'on vous enverra évidemment par la suite. Vous avez le droit de poser des questions. Évidemment, Olivier Rabian va parler également un peu de fiscalité, mais surtout de patrimoine, parce qu'après, cet argent, il faut le faire fructifier. On n'a pas parlé de l'impôt sur la fortune immobilière et de la fiscalité post-cession. L'avantage de laisser de l'argent dans les sociétés avec apport cession niche copé ou pacte Dutreil, c'est que c'est de la fiscalité d'entreprise et donc ce n'est pas de la fiscalité personnelle, contrairement au cash out. Alors, s'il n'y a pas de première, on peut passer à Olivier, mais bon, j'allais dire s'il n'y a pas de première question, il y a peut-être une deuxième. Je ne vois pas de questions. J'ai invité les gens à poser des questions au travers de la messagerie pendant que tu parlais, Patrice, mais je ne vois pas de questions. Je pense que je suis allé vraiment très vite pour les… C'est vrai que tu as été très rapide, comme une mitraillette. Voilà, je me suis dit au moins, vous avez tous les éléments en quelques minutes. Alors, le pacte Dutreil, on dit qu'il faut 6 ans. D'un autre côté, de plus en plus de dirigeants, et nous aussi, on met en place des OBO. Un OBO, donc c'est un Honor Buyout, un cas particulier de LBO dans lequel le dirigeant participe à l'opération capitalistique future en tant qu'actionnaire. Donc, il est actionnaire vendeur et acheteur. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre en place un pacte Dutreil dans le cas d'un OBO. Et comme dans le cas d'un OBO, probablement qu'on va garder les titres 4 ou 6 ans, eh bien, on va avoir tous les avantages du pacte Dutreil, c'est-à-dire également la donation aux enfants, les abattements, et la fiscalité avantageuse, et en plus garder les titres de sa société. Donc, on peut faire tout ça à la fois. Dans ce que je viens de dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire cumuler. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent un peu de l'un, un peu de l'autre, ou beaucoup de l'un et beaucoup de l'autre. Et parfois même totalement l'un et totalement l'autre. Bon, Olivier, à toi la parole. Et puis évidemment, notez vos questions pour la fin, si vous voulez qu'on revienne dessus. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bon, Olivier, on le voit bien. Super. Donc, effectivement, moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine à Paris et j'accompagne des chefs d'entreprise, des dirigeants qui cèdent leur entreprise sur la partie réemploi des capitaux dégagés, donc sur la partie organisation du patrimoine post-cession pour répondre aux objectifs du dirigeant cédant ou de la famille. Donc, d'abord, on est dans un… Donc, moi, il y a un certain nombre de questions à se poser en amont pour voir le choix de l'organisation patrimoniale qu'on adopte. Un petit mot sur l'aspect expatriation au Portugal, puisqu'on est dans un webinaire du réseau Expert Portugal. La première question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des avantages en termes de cession d'entreprise en s'expatriant au Portugal par rapport à une cession en France? Donc, comme on l'a évoqué de manière très détaillée, c'est vrai que la France offre un certain nombre de dispositifs qui permettent d'avoir une fiscalité très allégée sur la cession d'une entreprise, ce qui n'est pas le cas au Portugal. Donc déjà, est-ce que le fait de partir au Portugal va me permettre de faire des économies en termes d'impôts sur les plus-values sur la cession de mon entreprise? La réponse est non. Parce que de toute façon, dès lors que vous avez une participation supérieure à 25% dans une entreprise française, de toute façon, les plus-values vont être imposées en France.
Ensuite, on parle beaucoup du régime RNH, résident non habituel, dont on peut bénéficier quand on s'expatrie au Portugal. Est-ce que ce dispositif, ce régime spécifique portugais va vous permettre de bénéficier davantage par rapport à la situation d'un résident fiscal français? La réponse est non. Le seul avantage que ça va avoir, c'est si vous avez une holding patrimoniale en France, que vous partez vivre au Portugal et que vous versez des dividendes, la fiscalité que vous aurez sur ces dividendes perçus depuis le Portugal va être un peu moins importante que si vous étiez résident fiscal français, mais d'un point de vue de l'optimisation de la cession, il n'y a pas d'avantage particulier. Ensuite, on peut penser à partir au Portugal parce que c'est un pays dans lequel il n'y a pas de droit de succession. Donc, on peut se dire, si je pars au Portugal, mes héritiers n'auront pas de droit de succession, je vais pouvoir faire des donations sans imposition, etc. Donc là encore, ce n'est pas forcément vrai parce que dès lors que vous transmettez ou que vous faites des donations ou que vous transmettez par décès un patrimoine qui est situé en France, la France va continuer de taxer ce patrimoine même si vous êtes au Portugal. Et si vous êtes au Portugal, même si votre patrimoine n'est pas géographiquement en France, mais que vos héritiers continuent d'être résidents fiscaux français, ils vont aussi être taxés en France au droit de succession, droit de donation. Donc pour moi, par rapport à tout ce qu'on a dit, il est clair que la France présente un environnement fiscal plus intéressant pour la cession d'une entreprise que le Portugal. Alors, une fois qu'on a cédé son entreprise, qu'on se retrouve avec des liquidités importantes à réinvestir, pour moi, il y a un certain nombre de questions à se poser. Je vais dérouler ces questions pour arriver du général à ce qu'on peut faire en particulier. La première question à se poser, c'est quels vont être nos besoins? Donc, en général, quand on arrête son activité, qu'on cède son entreprise, on se retrouve pendant un temps sans activité. Donc, on peut voir, est-ce qu'on va s'orienter vers des solutions de placement dans une optique de besoin de revenus complémentaires? Donc, ça peut être, par exemple, l'immobilier qui va vous verser un loyer, ça peut être des obligations qui vont vous verser des intérêts réguliers. Mais est-ce que j'ai besoin finalement d'avoir un revenu complémentaire qui tombe régulièrement sur mon compte? Ou est-ce que finalement, mon besoin, c'est d'avoir un capital qui continue de se valoriser dans le temps? Je n'ai pas un besoin de revenu complémentaire immédiat. Je peux piocher dedans de temps en temps en fonction de mes besoins. Et finalement, j'ai devant moi un horizon de temps qui me permet de chercher une valorisation de ce capital dans le temps. Une des questions principales qui va se poser, c'est la question du risque qu'on est prêt à prendre avec les liquidités qu'on a dégagées et des horizons de placement. Donc, en fait, quand on se retrouve avec un capital important, il va falloir saucissonner ce capital et vraiment raisonner quelle partie de ce capital je peux placer à plus de 10 ans, quelle partie de ce capital je peux placer à 5 ans, de quelle partie je peux avoir besoin pour mon train de vie dans les 3-4 années à venir. Et plus on a un horizon de placement long, plus on va avoir un spectre de solutions disponibles pertinent. Deuxième aspect, c'est la tolérance au risque qu'on peut avoir. Donc, quand on place un capital en bourse, par exemple, ce capital il va fluctuer. Donc, on peut attendre un rendement qui est plus ou moins important en fonction du degré de risque qu'on est prêt à assumer. Et ça, donc, il y a un certain nombre de questions à se poser pour affiner ce degré de risque qu'on est prêt à prendre. Donc, quelle fluctuation on est prêt à subir? Quelle perte maximale je suis prêt à tolérer sur les sommes que je place? Quel horizon de placement j'ai? Est-ce que je peux bloquer un capital sur le long terme, sur une dizaine d'années ou pas? Et en fonction de ces réponses, on va arriver vers différentes solutions. Alors, concrètement, le spectre des possibles, c'est quoi? Donc, on peut investir en immobilier, que ce soit pour acheter une nouvelle résidence principale, que ce soit pour faire de l'investissement locatif en France ou au Portugal, en direct ou via une holding. On peut investir dans des produits financiers, dans des actifs financiers. On va investir dans des obligations. Les obligations, ça va être des titres de dette d'entreprise. Donc, en fait, on va prêter de l'argent à des entreprises sur une durée donnée pendant 4 ans, 5 ans, un peu plus. Et on va avoir une visibilité sur les intérêts qu'on va recevoir tous les ans. Ça peut être des fonds obligataires ou ça peut être aussi des obligations privées. Nous, on a une valeur ajoutée
pour sourcer des opportunités d'investissement en dette privée. On peut investir en actions, on peut investir sur des produits structurés qui vont être faits sur mesure et qui vont permettre en fait de limiter le risque qu'on prend, de déterminer une perte maximale à supporter ou une garantie en capital en contrepartie d'un rendement qui est visible. On peut investir dans des fonds de private equity. Donc, ça va être investir au capital d'entreprises non cotées ou sur des solutions qui peuvent être totalement décorrélées, comme investir en forêt, par exemple, investir dans des stratégies de financement de procès, de financement de frais juridiques de procès entre entreprises. Voilà. Et on peut aussi investir dans l'immobilier via des club deals, via des fonds. Si on n'a pas le temps de s'en occuper, si on ne veut pas s'occuper de chercher un bien, de le rénover, de s'occuper de la gestion, il existe des fonds qui permettent d'investir dans l'immobilier de manière diversifiée avec des rendements qui peuvent être tout aussi attractifs que si on le fait en direct, voire plus attractifs. Enfin, on peut avoir des projets personnels. Donc, on peut avoir envie d'investir dans l'entreprise de tel ou tel de nos amis, avoir un nouveau projet entrepreneurial ou autre. Il faut aussi se poser la question de l'enveloppe dans laquelle on va loger ces capitaux. Donc, si j'ai un capital à loger, que ce soit en direct ou que ce soit au sein d'une holding, est-ce que je vais garder ces sommes sur des livrets bancaires? Est-ce que je vais les investir sur un compte titre? Est-ce que je vais ouvrir un contrat d'assurance vie? Est-ce que je vais ouvrir un contrat de capitalisation? Donc, en fonction des objectifs qu'on a, du pays dont on va, de la fiscalité dont on va avoir, il y a le choix des placements d'une part et le choix de l'enveloppe de placement. Dans le cadre d'une expatriation au Portugal, et d'ailleurs de manière générale, je voudrais faire un petit focus sur l'enveloppe assurance vie luxembourgeoise, qui pour moi est l'une des enveloppes les plus intéressantes, les plus pertinentes pour loger un capital. Donc, petit rappel sur l'assurance vie, qu'est-ce que c'est? L'assurance vie, c'est simplement une enveloppe, c'est comme un super livret au sein duquel les sommes qu'on place restent disponibles à tout instant. Donc, quand on veut, on peut faire des versements, des retraits. C'est une enveloppe au sein de laquelle il n'y a aucune fiscalité tant qu'on ne fait pas de retrait. Donc, ça permet de bénéficier un plein d'effets capitalisation puisque les intérêts capitalisent chaque année sans fiscalité. Et enfin, c'est un outil de transmission assez efficace puisque via l'assurance vie, pour des bénéficiaires qui sont situés en France, on peut transmettre 152 500 € par bénéficiaire en franchise de droits de succession, en plus de tous les abattements qu'on a vu précédemment. Et puis, au-delà de ça, avoir des droits de succession assez limités, 20% jusqu'à 900 000 €, 30% au-delà. Dans le cadre d'une expatriation, donc comme je disais, il n'y a aucune fiscalité tant qu'on ne fait pas de retrait. Et quand on fait un retrait, il y a une imposition sur les gains qui est dégressive avec le temps. Dans le cadre d'une expatriation au Portugal, c'est une enveloppe qui est particulièrement avantageuse puisque au Portugal, quand on fait un retrait après 8 ans, la fiscalité sur les gains n'est que de 11%. Donc, c'est assez attractif par rapport à ce qu'on peut avoir en France et par rapport à toute autre forme de placement au Portugal où les intérêts, comme les plus-values, sont fiscalisés plutôt à 28%. Ensuite, on recommande de privilégier un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois parce que c'est des contrats qui bénéficient d'une sécurité extrême. Le Luxembourg, c'est la place financière en Europe qui propose l'environnement le plus sécurisé pour votre argent. Il y a un système de triangle de sécurité qui fait que là où en France, en fait, quand vous ouvrez une assurance vie auprès d'un assureur français, votre argent est placé dans les comptes de l'assureur, vous êtes créancier de l'assureur, et donc si l'assureur fait faillite, potentiellement, vous pouvez perdre votre argent. Parce que l'argent, il ne vous appartient plus. Le contrat d'assurance vie que vous avez ouvert, c'est une dette que vous avez auprès de l'assureur. Par ailleurs, en France, il y a une loi qui a été prévue qui s'appelle la loi Sapin 2 qui permet à l'État de vous empêcher de retirer votre argent en cas de crise systémique. Au Luxembourg, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Déjà, on ne peut pas bloquer votre argent en cas de crise systémique. Votre argent n'est pas dans les comptes de l'assureur. Il est auprès d'une banque dépositaire dans des comptes séparés et ségrégés.
Donc, il y a tout un système qui est fait pour sécuriser au maximum votre capital. Ensuite, en termes de fiscalité, c'est des contrats qui sont très avantageux parce que votre fiscalité personnelle va s'adapter à votre lieu de résidence. Tant que vous êtes en France, finalement, la fiscalité qui s'applique, c'est la fiscalité française. Si vous partez au Portugal demain, ce sera la fiscalité portugaise. Et si vous partez aux États-Unis dans 3 ans, ce sera la fiscalité américaine. Donc, c'est une enveloppe qui… Il n'y a pas de fiscalité propre au Luxembourg. Il y a une fiscalité qui s'adapte vraiment en fonction du lieu géographique où vous êtes. Et enfin, le gros avantage du contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est tout ce qu'on peut faire à l'intérieur. Donc, c'est simplement une enveloppe qui est avantageuse en termes de fiscalité, en termes de transmission, en termes de sécurité pour vos capitaux. Et au sein de cette enveloppe, on peut tout faire. Donc, on peut investir dans des fonds, actions, obligations, immobiliers, dans tous les fonds qui existent dans le monde quasiment, sans limite. On peut investir dans des titres vifs, on peut investir en private equity. On peut tout faire. Là où quand on a un contrat d'assurance vie français, on est limité par une liste de supports proposés par l'assureur. Sur un contrat luxembourgeois, on peut faire tout ce qu'on veut dans un cadre fiscal favorable. Et nous, en tant que conseil en gestion de patrimoine, la valeur ajoutée qu'on va avoir, c'est de vous conseiller sur l'allocation à adopter en fonction de votre profil de risque, de vos horizons de placement, de vous orienter en fait vers les meilleures sociétés de gestion pour chaque thématique de placement. Donc pour la partie action, aller chercher des gérants spécialisés d'actions. Pour la partie private equity, vous orienter vers les meilleurs fonds de capital risque qui peuvent exister et ainsi de suite. Pour terminer, un petit mot sur donc ça c'est des aspects généraux, hein. Et puis pour terminer, un petit mot sur des opportunités qui nous paraissent intéressantes en ce moment. Donc en allant par degré de risque en fait, donc pour des personnes qui auraient un risque modéré à prendre et des horizons de placement moyen terme, il y a un certain nombre d'opportunités aujourd'hui sur les placements obligataires. Donc l'année dernière, en 2022, il y a eu un krach obligataire du fait de la remontée des taux d'intérêt. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui moyen d'investir dans des fonds obligataires qui offrent des rendements très attractifs, 5%, 6% annuels, pour un risque vraiment maîtrisé du fait du krach obligataire qu'il y a eu l'année dernière. Il y a des opportunités également sur les marchés actions. Donc, on voit que les indices CAC 40 sont à des plus hauts, mais ce n'est pas le cas de toute la masse du marché. Il y a des entreprises qui peuvent être sur des segments porteurs pour l'avenir, qui sont à des niveaux de valorisation assez attractifs. Donc, ça peut être sur des segments comme l'industrie, l'infrastructure. Ça peut être les petites et moyennes entreprises qui sont sous-valorisées depuis une dizaine d'années maintenant. Ça peut être des stratégies de diversification géographique fortes. Il y a des zones dans le monde qui représentent, je pense notamment à certains pays émergents qui représentent un poids important dans l'économie mondiale et qui ne sont pas forcément aujourd'hui très présents dans les allocations d'actifs. Et enfin, il y a des opportunités sur le private equity. Donc, le private equity, c'est des investissements en non cotés dans des fonds qui vont être gérés par des ultra spécialistes, des gens dont c'est le métier de racheter des entreprises, de les développer, de les revaloriser pour les céder plus tard. Et aujourd'hui, à partir de 100 000 €, on peut accéder à des fonds vraiment qualitatifs qui vous permettent d'investir via des fonds de fonds dans des meilleurs fonds de private equity mondiaux. Et c'est des fonds qui, historiquement, ont dégagé des TRI de l'ordre de 20-25%, des multiples de x2 du capital investi. Donc, c'est des fonds sur lesquels on a un track record sur une trentaine d'années qui permet d'avoir une visibilité sur les rendements que vous pouvez avoir. Donc, il y a tout un tas d'opportunités. Ce qu'il faut, c'est faire des choses finalement qui vous correspondent, se poser les bonnes questions et être accompagné par les bonnes personnes qui pourront vous orienter sur un spectre large de possibles.